Chapitre 3 Féminisme. L'édition féministe est présente dans tous les secteurs du livre. Depuis quelques années, les lecteurs ou les lectrices sont plus sensibles aux questions relatives à l'égalité femmes-hommes et la demande en littérature féministe a progressé. Le mouvement #MeToo a encouragé ce processus. Afin de mieux appréhender les enjeux de ce domaine éditorial, nous avons interrogé une éditrice, une responsable de la communication, une autrice et 4 libraires. Elles sont féministes et s'engagent aussi à travers leur propre métier, par la découverte, la valorisation de textes et le partage de leurs idées. Voici le sommaire de ce chapitre. Dossier au rendez-vous de l'édition féministe. Interview, rencontre avec Marie Herman des éditions Hors d'Atteinte. Dossier, le regard des maisons généralistes. Interview, rencontre avec Chiara Genaretti. Interview, rencontre avec Chloé Wary, autrice. Conseil lecture, les pépites féministes de 4 libraires engagés. Au rendez-vous de l'édition féministe. Les éditions des femmes. Depuis les années 1970, une véritable métamorphose s'opère en société, là où les femmes acquièrent un nouveau statut social. Celle-ci est tout d'abord marquée par la création du mouvement de libération des femmes, cofondé par Jeanne-Antoinette Fouque, future directrice des éditions des femmes. Créée en 1973, aussi bien pour des raisons éditoriales que politiques, cette maison d'édition a pour but de valoriser la parole des femmes, quelle que soit leur culture. Près de 600 titres ont été publiés à ce jour, des fictions, des essais, des biographies, du théâtre. La femme exprime sa lutte à travers tous les genres. On met en lumière des autrices nouvelles autant que des figures classiques, comme George Sand. Les éditions des femmes sont la première maison d'édition féministe française. Heureusement, beaucoup d'autres les suivent dans cette démarche. Des maisons d'édition engagées. Les éditions Hors d'Atteinte sont une maison d'édition féministe, mais pas seulement. Fondée en 2018, elle souhaite rendre visibles ceux qui sont invisibles. Établir le dialogue entre ceux qui produisent le savoir et les minorités à travers diverses thématiques, féminisme, environnement, racisme. Cet engagement s'articule en 2 collections, l'une portant sur la fiction, l'autre sur les sciences humaines et sociales. D'après Marie Herman, éditrice, la réactualisation d'un grand classique tel que Notre corps nous-mêmes 2020 est une nouvelle porte d'entrée vers la construction du savoir sur le corps et la sexualité des femmes. Voir aussi l'interview page 38. Avec les éditions 9, on renoue avec les éditions des femmes. Créée en 2010 lors du 40e anniversaire du mouvement de libération des femmes, cette maison d'édition indépendante est héritée de Côté Femmes, dans laquelle Auristelle Bonis publia des ouvrages féministes matérialistes. Son nom, aussi énigmatique soit-il, illustre une équation, en outre la remise en question de la sexualité. Une bonne manière de rompre avec les stéréotypes de genre dès l'enfance, c'est ce que propose l'édition Talent Haut, une maison d'édition jeunesse aux couleurs très audacieuses. Des souliers écarlates pour dénoncer la violence conjugale, une Blanche-Neige qui préfère croquer la pomme pour éviter de faire le ménage, ou encore une chevalière intrépide. Comme leur slogan l'indique, toutes les idées reçues sont bousculées. Un marché difficile à conquérir ? Créées par 3 femmes, les éditions Métagraphe étaient aussi un bel exemple de maison d'édition militante. Aujourd'hui dissoutes, elles se sont fait connaître grâce à La morsure du coquelicot de Sarah Adair 2018. Pour des raisons financières, l'aventure s'est arrêtée assez vite, leur permettant toutefois de transmettre leurs idées. En parallèle de cela, d'autres maisons d'édition féministes tendent à voir le jour. L'une d'elles prévoit même de publier exclusivement des femmes, car oui, la plupart des maisons spécialisées publient aussi des hommes. Svetlana Alievski, prix Nobel de littérature en 2015 pour son ouvrage La supplication, songe à ce projet car d'après elle, les hommes sont partout et le travail des femmes est rarement publié. Des bibliothèques féministes. L'association étudiante Human for Women a créé une féminithèque à Paris-Bastille. La structure vit grâce au soutien de quelques maisons d'édition et d'autrices volontaires. Plus de 700 titres sont libres d'accès, sans compter l'annexe Baby Feminist Tech, qui présente un catalogue de livres jeunesse situé dans les locaux du foyer de l'aide sociale à l'enfance, Paris 19e. Dans le 13e arrondissement de Paris, n'oubliez pas de passer par la bibliothèque Marguerite Durand. Depuis 1932, elle aborde l'histoire des femmes, diffuse leur savoir littéraire, scientifique, sociologique. Des ouvrages féminines datés du XVIIIe au XXe siècle sont mis à la disposition du public afin de mieux appréhender le mouvement actuel. Question à Talent Haut.
Dans Les souliers écarlates, comment avez-vous mis en scène la violence conjugale? Était-ce difficile à adapter pour la jeunesse? Nous avions déjà évoqué la violence conjugale dans 2 autres titres. Elle a dit non, un roman illustré pour les 8-10 ans, et Touche pas à ma mère pour les adolescents et adolescentes. Nous avions donc bien conscience qu'il s'agissait d'un sujet délicat et que cela impliquait de beaucoup se questionner sur la perception de celui-ci par un jeune public. La finesse de la plume de l'auteur, sa poésie et le style du conte ont permis de traiter d'un sujet violent avec délicatesse. L'illustratrice a aussi été choisie pour sa capacité à créer des images oniriques et à forte portée symbolique. Rencontre avec Marie Hermann des éditions Hors d'atteinte. Comment redonner vie à un grand classique du féminisme international, Notre corps, nous-mêmes, paru il y a plus de 40 ans? Pour quelles raisons avez-vous voulu réactualiser cet ouvrage? Avez-vous pensé à un autre titre de cette époque charnière? En effet, j'ai aussi pensé à rééditer La femme mystifiée de Betty Friedan en 2013, l'ouvrage qui m'a rendue féministe. Toutefois, j'ai abandonné ce projet car il a été repris par les éditions Belfond. Concernant Notre corps nous-mêmes, j'ai un lien très personnel avec ce livre. Ma mère me l'avait prêté alors que j'étais adolescente. Pour moi, il n'a aucun équivalent et est l'un des rares endroits dans lesquels les femmes sont confrontées à des expériences multiples. Pour une fois, on ne nous montre pas une voie unique à suivre. Il délivre un message de diversité, il y a autant de façons d'être femme que de femmes, autant de choix de vie que de femmes. L'ouvrage donne à entendre des voix féminines qui, de par leurs expériences, développent des connaissances et des compétences qui n'ont rien à voir avec celles des médecins. Elles sont tout aussi légitimes et complémentaires. Mais il y a aussi cette idée de transmission. Certaines jeunes filles n'ont jamais osé parler de la ménopause avec leur mère, les femmes entre elles abordent difficilement le postpartum. Ces sujets, dits tabous, font partie de notre quotidien, c'est pourquoi il faut en parler. Ce livre permettra sans doute de donner des armes, des outils à celles qui ont besoin d'un repère. Notre corps, nous-mêmes, a été publié pour la première fois en France par Albin Michel en 1977. Quelles sont les parties du livre qui ont connu le plus de changements? Le rapport au mariage, la sexualité, ou peut-être la redécouverte du clitoris? Bien sûr, l'ouvrage a connu quelques variations, mais nous avons aussi été confrontés à des prises de conscience, car certaines réalités n'ont pas du tout changé, en particulier le choix d'avoir un enfant ou non. On a voulu davantage s'emparer des questions concernant l'altersexualité, le croisement des dominations, qui étaient bien moins abordées à l'époque. L'homosexualité était encore illégale, le sida n'existait pas. Depuis, il y a eu des progrès en matière de contraception, de médecine, on sait parfaitement modéliser un clitoris. À savoir que dans la version de 1977, il était déjà schématisé, mais pas de façon aussi réaliste. Notre but est de représenter toutes les femmes, quelle que soit leur origine ethnique ou sociale, leur âge et leur orientation sexuelle. Nous avons aussi quelques témoignages de femmes trans, handicapées. Chaque lectrice peut facilement s'identifier à une autrice. D'ailleurs, les autrices de 1977 regrettaient de ne pas avoir évoqué certains thèmes, en particulier le milieu carcéral. Nous avons donc reporté leurs réflexions, le but étant de concevoir un ouvrage fini, mais pas trop imposant. Nous sommes très attachés au côté pratique du livre, afin qu'il puisse se transmettre et s'emporter facilement avec soi. En ce qui concerne la couverture, je voulais évoquer le choix des couleurs. On y retrouve le violet, qui fait partie intégrante de l'imaginaire féministe. Quel serait le rôle du rouge et du noir? Pour cette édition, j'ai contacté l'illustratrice Veronica Mariana. J'aimais beaucoup son univers. Elle m'a proposé un dessin qui m'a tout de suite inspirée. On ignore ce que font les femmes. Peut-être qu'elles boivent un thé, qu'elles sont en train de se réconforter. J'aimais bien cette ambiguïté, où on est à la frontière entre l'intime et le politique. Pour ce qui est des couleurs, les autrices voulaient à tout prix éviter le rose. Pour moi, c'était important d'avoir des couleurs pas trop éloignées. Il fallait jouer avec le cliché, mais le décaler pour créer quelque chose de nouveau. Avec le compromis violet-rouge, on arrive à se placer dans la lignée des livres féministes. Il fallait créer quelque chose d'iconique, qu'on repère de loin. C'est une couverture qui attire l'œil dans une librairie où il y a trop de tout. Le noir et blanc s'associe aux couleurs de notre maison. Notre graphiste nous a conseillé des couleurs sobres pour avoir une identité graphique repérable. Le blanc est utilisé pour la non-fiction, le noir pour la fiction. Il y a un jeu de miroir entre ces deux opposés et cela nous laisse très libres sur la mise en page. L'illustration me fait penser à l'œuvre de Niki de Saint-Phal, célèbre plasticienne des années 1970. Est-ce un pur hasard? Je ne pense pas que cela soit un pur hasard, bien que j'y vois aussi l'influence de Matisse. C'est un dessin qu'on a l'impression de connaître, qui joue avec notre imaginaire. S'il nous fait penser à cette icône intemporelle qu'est Niki de Saint-Phal, je pense qu'on touchera d'autres publics. C'est cela qui est vraiment enrichissant. Le regard des maisons généralistes. Phénomène de mode ou véritable engagement. L'essor du féminisme n'est pas un pur hasard dans les maisons d'édition généralistes. Depuis les années 2017, la production féministe connaît son âge d'or, que ce soit à travers des collections dédiées ou des titres forts. Questionnement du genre, exploration du corps féminin, dénonciation des violences, tels sont les thèmes abordés par l'édition contemporaine. 1. Des collections féministes. Les femmes qui, Flammarion.
Depuis 2007, Laure Adler compose une collection féministe qui compte actuellement 7 ouvrages. Citons par exemple Les femmes artistes sont dangereuses avec Camille Vieviel, paru en 2018, qui se situe à la 4e place de la catégorie Beaux livres au classement GfK Livre Hebdo en 2019. Laure Adler, autrice et journaliste reconnue, aime parler des femmes, de leur nature qui fut un temps et encore aujourd'hui considérée comme dangereuse, terme qui rythme sa collection. On lui doit aussi le Dictionnaire intime des femmes, publié par Stock en 2017, ainsi qu'un manifeste féministe aux éditions Autrement en 2011. Sorcière chez Cambourakis. Sorcières, toujours les sorcières, non seulement elles peuplent notre imaginaire, mais aussi notre réalité. En 2015, Isabelle Cambourakis en a fait son symbole en créant une collection destinée aux enfants et aux adultes. Dans les manifestations féministes, son nom résonnait déjà sous ce slogan italien aux allures de sortilège. Tremate, tremate, le streghe son tornate, qui signifie trembler, trembler, les sorcières sont de retour. 2. Des collections connues revisitées. Le féminisme pour les nuls. Daniel Bousquet, Margot Collet, Claire Guiraud, Mine Gubay, Romain Sabatier, First Edition 2019. Tout le monde connaît la fameuse collection pour les nuls, n'est-ce pas ? Adaptée du format américain For Dummies, elle rassemble une infinité de thématiques depuis 2001. En 2019, c'est le féminisme qui est mis à l'honneur. Entièrement rédigé en écriture inclusive, l'ouvrage se propose de développer l'histoire et les revendications féministes à travers les pensées d'auteurs et autrices engagés, la plupart ayant joué un rôle important dans un cadre associatif féministe ou politique. Le féminisme en 7 slogans et citations, tome 11, collection La Petite BDTech des Savoirs, Anne-Charlotte Husson, Thomas Mathieu, Le Lombard 2016. David Vandermeul crée en 2016 une collection de bandes dessinées à vertu pédagogique qui associe le regard d'un spécialiste à la sensibilité d'un illustrateur. Sur le féminisme, il se propose de retracer les grandes étapes du mouvement et revient sur ses concepts clés, comme le slut-shaming et la domination masculine. Sous l'œil d'Anne-Charlotte Husson, spécialisée dans les nouveaux discours féministes, les idées reçues sont fièrement combattues. À cela s'ajoutent les couleurs vives de Thomas Mathieu, auteur de la bande dessinée Les Crocodiles, qui dénonçait déjà le harcèlement de rue et le sexisme ordinaire. 3. Le féminisme pour les jeunes. Jamais trop tôt, la ville brûle. Destinée à des lecteurs de 10 ans et plus, la collection Jamais trop tôt lutte contre les stéréotypes de genre. En 2020, un tiers de leur catalogue traite de l'égalité des sexes, notamment la bande dessinée La Ligue des Superféminismes, Myrion Mal 2019, qui évoque le consentement, la construction identitaire vis-à-vis du genre, etc. Collection L'Ardeur, Thierry Magnier. L'Ardeur, terme assez novateur pour porter le nom d'une collection dédiée aux adolescents et adolescentes. C'est Camille Emmanuel, autrice du Goût du baiser, qui l'inaugure en octobre 2019. Suivie de près par Le Point sublime de Manu Kos, Tout à vous de Maya Brahmi et Touche-moi de Suzy Morgenstern, la journaliste aborde la sexualité féminine sous toutes ses formes. Elle a d'ailleurs exprimé à ce sujet. J'ai écrit le roman que j'aurais aimé lire à 16 ans, dans un domaine que la littérature pour adolescents et adolescentes n'abordait pas librement jusque-là. Le livre féministe. Hormis les collections, bon nombre de livres féministes sillonnent les librairies. De la dystopie de Margaret Atwood, La Servante écarlate en 1985, suivie de Les Testaments en 2019 aux éditions Robert Laffont, à l'essai Sorcière de Mona Chollet, La Découverte 2018, en passant par la bande dessinée Les Filles de Salem de Thomas Gilbert, d'Argo 2018, le féminisme inspire tous les genres littéraires. Les prix de l'édition féministe. Décerné en juillet 2020, le prix de l'essai féministe, créé par le magazine Cosette, récompense un essai de non-fiction abordant les problématiques et enjeux liés au féminisme. Iris Bray a reçu le prix du jury pour Regard féminin, une révolution à l'écran, édition de l'Olivier 2020, et Victoire Tuaillon, le prix des lectrices pour Les couilles sur la table, Bing Audio 2019. Par ailleurs, le prix Artemisia honore des autrices de bande dessinée dans plusieurs catégories. Le Grand Prix 2020 a été attribué à Barbara Baldi pour son ouvrage Ada, ici même 2019, l'histoire d'une jeune Autrichienne vivant en pleine campagne avec un père méprisable et peignant dans une cabane secrète pour échapper à son triste sort. Rencontre avec Chiara Gennariti, responsable des relations presse et libraires pour l'Agrumes et La Ville Brûle. Entre 2011 et 2019, elle occupait ce poste aux éditions Cambourakis, accompagnant les parutions de la collection Sorcières. Lancée en 2015, cette dernière, pensée et dirigée par Isabelle Cambourakis, regroupe des textes provenant de différents féminismes, des textes fondateurs des années 1970 au récit contemporain, sous des formes variées, essais, poésie, anthologie, science-fiction, etc. Quel a été l'accueil de la collection Sorcières auprès de la presse et des libraires ? Au départ, l'accueil de la presse a été inexistant.
Juste avant MeToo, la presse généraliste n'était pas encore prête à traiter ces thématiques. Les journalistes ont été complètement dépassés par cette collection dont ils ne maîtrisaient pas les enjeux. Par exemple, le choix de l'écriture inclusive constituait déjà un obstacle pour la presse dite grand public. Évidemment, MeToo a popularisé, amplifié l'intention du lectorat et de la presse sur ces sujets. Le succès de Mona Chollet, Sorcière, publié en 2018, quelques années après la création de la collection Sorcière, montre que le public était désormais plus réceptif à ces problématiques. Aujourd'hui, même les maisons d'édition les plus mainstream font du féminisme. Mais la collection Sorcière est un projet éditorial cohérent dans sa complexité, très pointu. Si l'attention s'est un peu ouverte grâce à MeToo, la collection reste encore trop exigeante pour la presse grand public. En revanche, les libraires ont réagi très vite. Ils ou elles ont saisi l'importance de la collection et ont suivi le public, remarquant que tout ce qui paraissait dans la collection trouvait ses lecteurs et ses lectrices. Comment la collection Sorcière a-t-elle rencontré ses lecteurs et lectrices ? On a senti que cette collection était très attendue, que par ses thèmes, sa forme et ses autrices, elle allait combler un vide éditorial. À sa création, son public était restreint, rassemblant des lecteurs et des lectrices avisés, déjà intéressés par ces sujets. Isabelle Kambourakis, elle-même militante, fréquente et connaît les réseaux féministes, associations, librairies spécialisées. Elle a édité des textes qui ne circulaient plus ou étaient introuvables depuis longtemps, très recherchés dans ces milieux. L'information circulait donc via des canaux différents, Facebook, Twitter, Instagram, les blogs, où se renseignaient ses lecteurs et lectrices féministes engagés. Grâce à l'action de MeToo, des librairies, du bouche à oreille, ce premier cercle de lecteurs-lectrices s'est agrandi au fil du temps, permettant au titre de la collection de se vendre relativement bien aujourd'hui. Isabelle Kambourakis construit un fonds de catalogue transversal et de qualité, issu du passé, mais pourtant très actuel. Quels événements avez-vous organisés ? Des rencontres avec les autrices, des ateliers pour imaginer des utopies post-apocalyptiques féministes, des rendez-vous à la Mutinerie, lieu féministe culturel, festif et politique, à Violette & Co, où les mots à la bouche étaient donc bondés à chaque fois. Ces événements étaient très informels et amusants, débordant de colère militante et de joie, de vraies fêtes. Et sur un plan personnel, cette collection a-t-elle fait évoluer votre engagement en faveur du féminisme ? Quand Isabelle Kambourakis a publié les premiers titres, je commençais tout juste à m'intéresser à la question. C'est assez puissant de lire exactement ce que l'on ressent et qu'on ne réussit pas encore à exprimer. Ces textes m'ont permis d'y voir plus clair, de comprendre, de trouver les mots pour le dire. Dans les années 70, ils ont eu un écho très fort pour les femmes. Ils ont cet effet-là sur moi aujourd'hui. La Ville Brûle est également connue pour son engagement féministe. Depuis sa création, elle est très engagée sur plusieurs thèmes. Les inégalités sociales et économiques, la lutte contre toute forme de discrimination, contre les stéréotypes du genre. Elle parvient à publier des titres plus accessibles tout en restant très militante. Son lectorat, d'abord confidentiel, de niche, s'est aujourd'hui beaucoup élargi. La vague MeToo l'a été, ainsi que quelques succès éditoriaux en bande dessinée et jeunesse. Quel titre féministe de l'une de ces maisons vous a particulièrement marqué ? Le premier de la collection Sorcière, devenu une sorte de bible pour moi, Rêve l'obscur, Femme, magie et politique, est un texte très puissant, qui ne peut laisser indifférente. Écrit par Starhawk, une féministe qui se revendique sorcière néo-païenne. Sorte de guide pratique et théorique, il explique comment établir la connexion de l'être humain avec la nature et les autres êtres à travers des rituels, les gestes pour rassembler des énergies, des groupes, des intentions ou résoudre un conflit. Si tu crois à l'énergie qui circule entre les gens, la nature et le monde, et que tu vois ce dernier comme étant uni et vivant, alors ce livre est pour toi. Rencontre avec Chloé Vary, autrice de bande dessinée. Chloé Vary se préoccupe des questions féministes. Elle a publié Conduite interdite aux éditions Steinkiss en 2017, puis Saison des roses aux éditions Fleu-Beleu en 2019, récompensée par le prix du public au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2020. Barbara est capitaine de l'équipe des Roses de Rossini, la section féminine d'un club de football qui prépare sa montée en national. Pourtant, dans un contexte de réduction des subventions, la directrice du club les retire du championnat au profit de l'équipe masculine. Quand un match qui pourrait remettre en cause cette décision est organisé contre les garçons, Barbara et ses coéquipières sont bien décidées à prouver leur légitimité. L'autrice met en scène Barbara dans son quotidien, ses lieux de vie, dessine ses relations sociales avec sa mère, ses amis ou Bilal, le capitaine de l'équipe adverse, et retrace son combat pour un sport plus juste. Pour quelles raisons avez-vous écrit cette histoire et comment l'avez-vous élaborée ? Je suis féministe et je voulais exprimer mon engagement en dessinant. Conduite interdite a été une sorte de premier pas dans ce sens. Saison des roses est un travail plus intime, avec plus de vécu. Je savais que mon personnage allait être rebelle, bouleverser les stéréotypes et s'émanciper des modèles dominants. Je me suis dit que le foot était le temple du masculin, de la virilité par excellence. J'ai donc pensé que Barbara devait évoluer dans ce contexte. C'est un sport que j'aime, j'y jouais étant petite, puis je suis devenue spectatrice. Mais je ne ressentais pas grand-chose. J'ai alors réalisé que si je ne m'y remettais pas, je serais un peu limitée pour raconter des séances d'entraînement, des matchs, etc. En fait, au fond de moi, j'avais très envie de jouer. La bande dessinée a aussi servi à cela. Barbara exprime ici la difficulté à s'imposer en tant que femme dans le milieu du football. Votre ouvrage traite également du sexisme et de la visibilité des femmes dans le sport.
Le but de Barbara est que les filles puissent jouer au foot au même titre que les garçons, sans devoir se justifier. Or, la réalité est plus compliquée. Qu'elles soient meilleures ou non, elles ont leur place dans ce club. Pourtant, sous prétexte qu'elles sont des filles, qu'elles apportent moins de visibilité au foot, on les met de côté. Même les petits clubs amateurs sont dans cette logique. C'est terriblement injuste et c'est comme cela que le système fonctionne. Le sport est un lieu où les garçons vont apprendre à gérer leur corps, prendre de l'espace, alors que le développement physique, la conquête, l'adversité sont bien moins encouragés chez les jeunes filles. Ce sont des qualités que l'on prête très vite aux garçons. Ce n'est pas évident de se construire avec ces schémas-là. Malgré les injonctions de sa mère à être plus féminine, Barbara incarne une fille bien dans son corps, qui assume ses choix et ses idées. Vous êtes-vous interrogé sur la manière dont vous allez la représenter ? J'ai longtemps réfléchi à comment habiller Barbara, quel physique lui donner, quelle chevelure, etc. Je voulais qu'elle ait une certaine corpulence, des cheveux un peu flamboyants. Tout est de l'ordre du symbolique et je trouvais cela important. Elle et toutes les joueuses s'approprient un code vestimentaire dit masculin comme le jogging, que l'on peut également attribuer à la rue, des environnements urbains qui jouent aussi sur leur identité. Je me suis interrogée sur cet aspect et finalement je voulais qu'elle porte ces vêtements-là. Souvent, dans la bande dessinée, on dessine des personnages féminins très avenants, séduisants. Ce n'est pas comme ça que je vois les filles, que je les sens féminines. La féminité n'est pas juste un concept de séduction pour les hommes. Il peut exister une féminité dite virile ou puissante, sans que ce soit agressif envers eux, au contraire. Dans Saison des Roses, je souhaitais que la jeunesse transmette cette volonté, ce message de liberté. Laissez-moi tranquille, je suis la femme que j'ai envie d'être et c'est comme ça. Bilal semble intéressé par le combat de Barbara, mais sans vraiment prendre conscience de ses enjeux. Que souhaitez-vous mettre en évidence avec son personnage ? Bilal est un féministe qui s'ignore encore. Il aime Barbara, mais n'a ni la maturité, ni peut-être le recul pour comprendre ce qu'elle vit. Ils ont le même âge, pourtant, elle est confrontée à des réalités bien différentes des siennes. Pour lui, le foot a toujours été accessible. Il n'a pas eu de combat à mener pour l'instant, d'autant que son équipe est mise en avant. Tandis que pour Barbara, c'est bien plus qu'un enjeu sportif. C'est un enjeu de vie, de société, de femme. Conseil lecture. Les pépites féministes de 4 libraires engagés. Myrtille, Pulp Comics, 9 rue Dante, 75 005, Paris. Comment se traduit votre engagement féministe dans votre métier de libraire ? Il commence à travers les livres que je conseille, ainsi que ceux que je mets en avant sur la table et en vitrine, afin de donner une visibilité à certains récits qui dévient des schémas classiques, patriarcaux, hétéronormatifs, etc., et à des expériences qui permettent de sortir de sa propre norme. Son conseil. Tilly Walden, Sur la route de West, Gallimard BD, 2020. 2 jeunes femmes, chacune motivée par un événement marquant, quittent leur ville et se retrouvent par hasard ensemble en road trip. Les kilomètres défilant, les paysages deviennent de plus en plus mystérieux, tandis que le sauvetage d'un chat aura des conséquences inattendues. Mais la fuite ne peut pas durer éternellement. Dévorer les pages ou les savourer, le dessin ainsi que le découpage à la fois rythmique et contemplatif nous font hésiter. Un énième coup de maître de Tilly Walden qui nous offre une poignante histoire de sororité. Gwendoline, les libraires volants, service de remplacement auprès de librairies franciliennes. Lorsque l'on conseille un livre jeunesse, lutter contre les préjugés et éviter l'autocensure est primordial quand des clients ou des clientes ont du mal à acheter un livre avec une héroïne pour un garçon, alors que l'inverse est moins vrai. Ainsi, je ne cède pas à la facilité en choisissant un livre de coloriage pour une fille et de cabane pour un garçon, si le ou la cliente ne précise pas le genre d'activité qu'aime l'enfant. Son conseil. Edna O'Brien, Girl, Sabine Westpizer, 2019. Un texte puissant sur le destin d'une jeune lycéenne nigériane, de son enlèvement par Boko Haram à sa fuite dans la forêt, du rejet des siens à la recherche d'un refuge. J'étais une fille autrefois. C'est fini. Je pue. Couverte de croûtes de sang, mon pagne en lambeaux, mes entrailles en bourbier. Avec une grande retenue, Edna O'Brien
nous entraîne à la suite de son héroïne, une femme courageuse, portée par un souffle vital. Marion, librairie de la Main, 155 rue Saint-Honoré, 75 001, Paris. Au sein de la librairie, je dois jongler entre une envie de valoriser des ouvrages qui, selon moi, sont importants pour comprendre et changer la société actuelle, et la nécessité de rester dans les limites imposées par la structure. Cela se traduit notamment par la création d'un rayon dédié aux publications féministes. Tout en restant dans ce cadre, je peux également proposer des sélections composées de livres que l'on me demande régulièrement. Souvent ceux qui ont bénéficié d'une promotion très grand public, comme Sorcière de Mona Chollet, et qui font référence. Judith Butler, Geneviève Fraisse, etc. Complétés par des titres pointus ou confidentiels, ceux des éditions du Remue-Ménage par exemple, qui portent une réflexion politique et militante des enjeux féministes. Son conseil, Maria Sanchez, La Terre des femmes, édition Rivage, 2020. Quand une voix porte autant de sensibilité et de poésie, il faut bondir. Maria Sanchez livre le récit de la découverte d'un héritage. Cette poétesse vétérinaire met en lumière les places des femmes dans cette campagne qu'elle aime et qui l'habite tant. Elle nous rappelle à quel point les femmes sont le cœur silencieux de ce monde oublié. Touchante et très incarnée, cette lecture nous invite également à prendre un instant, puis à faire un pas de côté pour réfléchir à la définition que l'on donne au travail. Charlotte, BD-Net Bastille, 26 rue de Charonne, 75 011, Paris. L'engagement féministe en librairie prend plusieurs formes, la principale étant le conseil, en particulier pour la jeunesse, où j'essaie d'être davantage attentive à ce que je mets entre les mains des lecteurs ou des lectrices. Je tente également, dans la mesure du possible, d'exprimer mon désaccord face aux clients ou aux clientes, parfois maladroits, maladroites, dans leurs demandes, quand il ou elle cherche par exemple un livre pour un garçon. Enfin, je pense qu'il est important, en librairie, de continuellement se questionner sur ce que l'on dit et ce que l'on conseille. Il est essentiel de prendre conscience de l'influence que l'on peut avoir auprès des lecteurs, lectrices, et de réfléchir à l'impact que peut avoir un ouvrage sur ceux ou celles qui le lisent. Son conseil. Anne Simon, Le geste d'Aglaé, Misma, 2012. Chassée de sa ville natale, Aglaé trouve refuge au sein du cirque de Monsieur Kit. De fille-mère, elle deviendra reine en renversant le tyran qu'elle a épousé et dirigera le pays avec l'aide de Simone Michel, sa conseillère. À travers le récit d'une contrée imaginaire et de ses différents régimes, Anne Simon dresse des parallèles avec notre réalité et traite de féminisme, de capitalisme et de fascisme. L'élégance de son dessin nous emporte dans cet univers peuplé de personnages profondément humains et attachants, déclinés depuis en 3 autres ouvrages.